Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Donc, petit rappel des bonnes pratiques avant de commencer. Le support de présentation et le replay de ce webinaire seront en ligne sur le site isanté.gouv.fr d'ici quelques jours et vous recevrez le replay directement par mail à la fin du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. On est assez nombreux aujourd'hui, donc on va faire notre maximum pour y répondre. Donc, si vous pouvez bien les mettre dans l'onglet questions et pas dans le chat, ça nous permettra de ne pas passer à côté. Voilà, on a plusieurs intervenants aujourd'hui. Je leur laisse la main et puis bon webinaire à tous. Bonjour à tous, je suis Morgane Berthelot, je fais partie de l'Agence du numérique en santé et je vais vous faire une petite introduction donc, sur ce webinaire. Donc on vous a présenté en effet quelques objectifs très larges. L'objectif en effet c'est de pouvoir vous présenter aujourd'hui le contexte actuel de la transformation du numérique en santé. Donc qui est enclenché depuis mai 2019 donc avec la feuille de route du virage numérique en santé. Et plus particulièrement partager avec vous les outils qui sont mis en place au service de cette transformation numérique et vous faire également un petit focus sur les services numériques socles, comprendre leur intérêt pour vous dans vos exercices, dans le cadre des départements, plus particulièrement Centre de protection maternelle et infantile. C'est un webinaire qu'on a préparé avec Stéphane Topalian du conseil départemental des Yvelines, qui est donc parmi nous, qui interviendra également. Alors, merci beaucoup déjà son appel du pied pour qu'on puisse organiser ce webinaire. Et l'idée, c'est que ce webinaire s'inscrive dans un cycle de 2 webinaires. Ce premier est assez généraliste. Le deuxième se tiendra le 7 avril prochain, et sera consacré à une présentation plus détaillée de l'identité nationale de santé et de sa mise en œuvre, avec un retour qui sera fait de son côté à la PMI des Yvelines. Donc, nous allons faire cette présentation à plusieurs voix. Tout d'abord, Odile Chamet de la délégation du numérique en santé, l'équipe médico-sociale de l'Agence du numérique en santé, Sophie Moreau-Favier et moi-même, Christelle Boulin qui est responsable de l'équipe INS au sein de l'Agence du numérique en santé et Stéphane Topalian donc du conseil départemental des Yvelines. On va vous faire cette présentation selon 2 temps. Un premier temps donc d'introduction qui vous permettra de toucher du doigt la transformation numérique du secteur et également un deuxième temps qui vous permettra en effet qu'on puisse vous faire un focus de manière un peu plus détaillée sur quelques services numériques entre guillemets emblématiques qui vont être un petit peu les bases de l'échange et du partage de données de santé en toute confiance. C'est pas exclusif, c'est pas exhaustif, donc ça va forcément soulever pas mal de questions. L'objectif, c'est que cette présentation, elle puisse répondre donc à vos questions en partie. On essaiera autant que possible de répondre à vos questions que vous formulerez dans le chat. Et si on n'a pas réponse à tout, eh bien, on prendra en effet l'engagement de vous répondre ultérieurement. On prendra en note vos questions, on essaiera autant que possible de répondre à vos questions. Ça pourra appeler éventuellement d'autres webinaires. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse le construire avec vous en fonction de vos priorités et de vos besoins. Je vais simplement vous présenter en introduction ce que nous sommes, nous, Agence du numérique en santé. Nous avons une ambition, c'est d'être l'accélérateur institutionnel de la santé numérique reconnu en France et en Europe. Notre cœur de métier, notre cœur de sujet, c'est tout ce qui peut concerner l'échange et le partage de données de santé à caractère personnel. Et pour cela, on va avoir 3 grands rôles, 3 grandes missions au niveau national. Un rôle de régulateur, où on va mettre en place des bases, des fondements, des doctrines, des référentiels qui vont permettre en effet d'échanger et partager en toute confiance. On intervient par exemple sur le référencement de solutions logicielles, vérifier la conformité des solutions. On intervient également dans la cybersécurité avec des actions du CERT Santé. C'est 2 exemples d'actions de régulation que nous pouvons opérer. Un rôle d'opérateur où nous concevons et mettons en œuvre de grands programmes nationaux de e-santé. Vous connaissez sûrement santé.fr. Voilà, c'est un service qui est aujourd'hui opéré par l'Agence du numérique en santé. Des programmes du type le SI-SAMU, mais encore le répertoire opérationnel des ressources, qui est également un service qui permet d'orienter et de coordonner les actions, mais également des annuaires de référence qui permettent en effet aux professionnels de santé et aux professions qui exercent
auprès des personnes qui accompagnent les personnes, dans une prise en charge des personnes, un accompagnement de personnes, de pouvoir disposer d'une identité numérique. Et ça va être la base de l'échange et du partage en toute confiance. On opère également les dispositifs d'identification, les moyens d'identification électronique, comme la carte professionnelle de santé et sa version ICPS. Ça, c'est un rôle d'opérateur. Et enfin, un rôle de promoteur et de valorisateur, où nous stimulons, nous accompagnons l'écosystème en nous appuyant plus particulièrement aussi sur les agences régionales de santé, les groupements régionaux d'appui à la coordination en santé, au développement de l'e-santé, les GRAD, pour développer les usages du numérique. Et donc, on va plus particulièrement, en effet, s'appuyer sur ces relais pour développer les usages autour de l'identité nationale de santé, autour de la messagerie sécurisée de santé. L'assurance maladie va également s'appuyer sur son réseau pour déployer le dossier médical partagé. Mon espace santé est également une grande actualité du moment. Également la sensibilisation autour des enjeux de cybersécurité. Voilà, on a un troisième rôle autour de la promotion et de la valorisation de ces actions. Donc, voilà un petit peu comment nous positionnons au niveau de l'Agence du numérique en santé. Et donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de ces actions de promotion et de valorisation avec des services qui concernent ces différents rôles. Je vais tout de suite laisser la parole à Odile Jamet qui va vous présenter de manière plus détaillée la feuille de route du numérique en santé. Oui, bonjour à tous et ravi d'être aujourd'hui avec vous pour ce premier webinaire dédié au Centre de protection maternelle et infantile avec déjà 232 participants. Donc c'est vraiment un sujet d'intérêt pour vous et on en est très content. Alors moi je suis Odile Jamet, je suis à la délégation ministérielle au numérique en santé au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Et nous sommes en charge de développer la stratégie du numérique en santé dans tous les secteurs. Alors, on ne les aborde pas tous exactement de la même façon. Il y en a pour lesquels on va plus vite que d'autres. Mais en tout cas, on a à cœur, et c'est une des raisons pour lesquelles on a à cœur aussi de vous accompagner Centre de PMI dans ces travaux, que l'ensemble des acteurs qui participent au système de santé puissent s'emparer, puissent utiliser tous les outils qui vont leur permettre d'échanger, de partager des données de santé en toute confiance, en toute sécurité. Donc on a des enjeux stratégiques qui sont ambitieux pour favoriser l'échange et le partage des données en toute confiance, et on est persuadé, on est convaincu que le numérique est un levier majeur pour accompagner la transformation métier des différents secteurs, pour faciliter notamment les démarches des personnes accompagnées, que ce soit en particulier les mamans, je pense que vous accompagnez dans les PMI, garantir une meilleure équité de traitement sur tout le territoire, c'est-à-dire faire en sorte que, quel que soit le point du territoire, les usagers, les patients puissent être accompagnés de la même façon, avec le même niveau de service et en ayant recours aux mêmes outils. On veut contribuer à une implication plus importante de la personne comme acteur de son parcours et en particulier encourager l'échange et le partage des données avec les personnes que vous accompagnez, non seulement entre professionnels, mais aussi avec les personnes que vous accompagnez. On veut favoriser la circulation d'informations entre les professionnels et avec l'usager, et puis faciliter le travail, la coopération, la coordination entre les différents secteurs. Vous savez que la transversalité, c'est quelque chose de difficile et d'assurer la coordination entre le sanitaire, le médico-social et le social, et on est vraiment convaincu que le numérique est un moyen d'y arriver. Donc, depuis 2019, et vous voyez ici sur la petite photo qui est en bas de cette diapositive, depuis début 2019, sous l'impulsion du ministre de la Santé, on a élaboré une stratégie du numérique en santé qui se décline dans une feuille de route du numérique en santé, elle-même qui s'est déclinée dans différentes feuilles de route, notamment une qui a été spécialement déclinée pour le secteur médico-social. Et donc, cette politique du numérique, cette stratégie du numérique en santé, elle embarque de façon native l'ensemble des acteurs du secteur, que ce soit du secteur de la santé, du médico-social ou du social. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc,
peut-être pour conclure, vous, en tant qu'acteur des PMI, vous êtes évidemment des acteurs de ce système de santé. Alors, la stratégie du numérique en santé, dans les documents que je viens d'évoquer et qui ont été publiés une première fois en 2019 et puis la déclinaison pour le médico-social début 2021, elle s'appuie sur 5 grandes orientations qui se déclinent alors initialement en une trentaine d'actions, mais aujourd'hui on en a même beaucoup plus que ça, qui sont des actions qui concernent la gouvernance. Comment est-ce qu'on met en place une gouvernance qui associe l'ensemble de l'écosystème, à la fois les usagers, les industriels qui sont évidemment partie prenante de cette politique du numérique en santé et bien sûr les établissements et services sociaux, les conseils départementaux, les agences régionales de santé, les grades qui sont les bras armés des ARS dans la mise en œuvre de cette politique du numérique en santé. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte d'associer tous les acteurs? Deuxième grande orientation, comment est-ce qu'on fait en sorte de renforcer la sécurité, l'interopérabilité qui sont indispensables à la confiance des citoyens dans le numérique en santé. Donc il y a énormément dans les travaux qu'on fait et que vous pouvez voir représenter, donc ces orientations, vous les voyez représentées sur le schéma qu'on a l'habitude d'utiliser dans le numérique en santé, qui est la maison que vous voyez représentée à droite, avec en bas les couches les plus basses d'infrastructures, c'est-à-dire les fondations de la maison qui sont indispensables pour pouvoir construire une maison sereinement. Et parmi ces fondations, on a notamment la sécurité, l'interopérabilité, l'éthique du numérique en santé, qui sont des chantiers sur lesquels on travaille, qui doivent permettre à la fois aux professionnels, aux citoyens, aux usagers, d'avoir confiance dans le numérique en santé, d'être sûr que quand on accède à une donnée ou quand on met une donnée dans un système d'information, seules les personnes qui ont le droit de la connaître puissent y avoir accès. Et donc, c'est important de mettre en place les conditions de la sécurité, de l'interopérabilité qui vont donner la confiance. La troisième grande orientation, c'est aussi de mettre en place des outils et des services socles, et c'est beaucoup de ça dont on va vous parler aujourd'hui, les outils socles et les référentiels socles, qui là aussi constituent la base de la mise en œuvre de l'échange et du partage des données de santé. On va parler tout à l'heure de l'INS. L'INS, c'est l'identifiant national de santé qui permet, quand on échange des données sur un usager, d'être sûr que 2 professionnels ensemble parlent bien du même usager. Donc ça, c'est un outil de confiance et c'est un outil qui permet, l'INS, d'être sûr qu'on parle du même usager et donc qu'on peut échanger des données en toute confiance. Alors ça, c'est pour l'identification des usagers, mais on a la même chose pour l'identification des professionnels avec le RPPS, des structures avec FINES, etc., etc. Et puis on a tout un tas de travaux, toujours dans cette orientation 3, pour donner des moyens d'authentification et des moyens d'identification électronique aux professionnels et aux usagers qui vont leur permettre d'accéder aux services numériques en toute confiance. La quatrième orientation, on monte petit à petit dans la maison, elle va concerner les espaces numériques de santé, à la fois celui qui est dédié aux professionnels, donc le bouquet de services pro, sur lequel on est en train de commencer à travailler. Surtout à droite, peut-être vous avez commencé à entendre parler de ce qui s'appelait l'espace numérique de santé, qui aujourd'hui s'appelle Mon espace santé, puisque le déploiement a démarré, et donc vous pouvez d'ores et déjà, chacun d'entre vous en tant que citoyen, activer votre espace santé. On y reviendra là aussi tout à l'heure sur le contenu de ce service, de cette plateforme pour les usagers, pour les citoyens, qui est Mon espace santé. Et puis le Health Data Hub, qui est un service également qui permet, vous voyez sur le toit de la maison, qui récupère en quelque sorte des données qui sont produites par les différents systèmes, qui les exploite, là aussi dans des conditions de sécurité extrêmement élevées, pour alimenter des travaux de recherche, pour alimenter une meilleure connaissance du système de santé, etc. Et puis vous voyez dans les petits nuages qui sont tout autour,
des actions qui sont également portées par la 4e orientation, qui concerne les grands programmes d'investissement, mais aussi le soutien au programme donc SMS numérique, qui est un programme d'investissement, à la télésanté, Open pour les établissements hospitaliers, donc les hôpitaux. Et puis, on va trouver dans la 5e orientation des choses qui concernent plutôt l'innovation, comme vous le voyez à droite, l'évaluation en santé, la formation au numérique des professionnels du secteur, les trophées de la e-santé, voilà, différentes actions qu'on est en train de mettre en place pour mobiliser l'ensemble des acteurs et faire en sorte que tous les acteurs de la santé participent non seulement à cette grande aventure, mais surtout se mettent en conformité avec la réglementation et dès demain puissent commencer à échanger, partager des données de santé en toute confiance. Donc voilà, sur cette diapositive, une représentation schématique des chantiers sur lesquels nous travaillons. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif et vous pouvez vous référer là aussi aux publications qui sont indiquées en bas à gauche de cette diapositive, où vous pourrez prendre connaissance de toutes les orientations, de toutes les actions que nous menons dans le secteur du numérique en santé au bénéfice des usagers et des professionnels. Alors, je vois que le son est très haché, je ne sais pas, peut-être si j'enlève ma caméra, je peux faire quelque chose, je ne sais pas si ça vient de chez moi ou pas. Voilà, je coupe ma caméra pour quelques instants, vous me direz si c'est mieux. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas pour tout le monde. On t'entend assez bien, Odile. Bon, donc je remets ma caméra. Alors, les outils de la transformation numérique, on en a beaucoup, hein, mais on a voulu représenter sur cette diapositive quelques-uns des grands leviers sur lesquels on travaille pour accompagner la transformation numérique dans tous les secteurs, encore une fois, hein, de la santé. On a à la fois un portage politique, vous avez vu tout à l'heure la photo de la ministre de la Santé, on a un portage politique qui est sans précédent, je dirais, sur les sujets du numérique en santé, aujourd'hui, avec une gouvernance qui est vraiment très active et un ministre et un cabinet qui sont très impliqués dans les travaux que nous portons. Un investissement historique de 2 milliards d'euros dans le cadre du Ségur numérique, j'y reviendrai tout à l'heure, donc ça fait partie des moyens qui ont été mobilisés dans le cadre du Ségur au printemps 2020, depuis maintenant presque 2 ans. On a des mesures réglementaires qui sont là pour inciter, mais aussi pour rendre opposables les référentiels, les services socles dont je viens de parler, dont on vous reparlera tout à l'heure, pour rendre véritablement ces dispositifs obligatoires et faire en sorte qu'ils soient ancrés dans l'usage des professionnels, dans les pratiques des professionnels. On est en train, par exemple, d'ouvrir le DMP, donc le dossier médical partagé, qui est un des composants de mon espace santé. On est en train d'ouvrir des accès pour les acteurs du social et du médico-social. Ça, c'est aussi quelque chose d'inédit, puisque jusqu'à présent, il n'y avait que les professionnels de santé, au sens un peu strict du terme, du Code de la santé publique, qui pouvaient avoir accès au DMP. Là, on est en train de l'ouvrir avec à la fois des nouveaux rôles qui vont pouvoir y avoir accès, mais aussi des nouveaux documents qui relèvent par exemple de la protection de l'enfance ou qui relèvent des personnes en difficulté spécifiques, qu'on va pouvoir mettre dans le DMP. On met en place des renforts également très importants, très significatifs dans les ARS et auprès des opérateurs des ARS, pour accompagner l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui ne sont pas financés par les ARS, dans l'accès à ces dispositifs. On a travaillé avec les acteurs du secteur au travers de task force pour définir ce que les logiciels des différents secteurs, que ce soit hôpital, médecine de ville, pharmacie, biologie, radiologie, personnes âgées, personnes en situation de handicap, etc., quelles sont les exigences auxquelles, ou acteurs du domicile, quelles sont les exigences auxquelles les logiciels, en particulier les DUI, dossiers usagers informatisés, doivent répondre, les logiciels métiers doivent répondre pour assurer justement dans des conditions sécurisées l'échange et le partage des données. Et puis on met en place, et ça c'est l'ANS qui met en place ce parcours de référencement qui consiste à vérifier que les solutions sont bien effectivement conformes aux exigences du virage numérique en santé.
Donc tout ça sont des dispositifs, pour ne citer que ceux-là, hein, il y en a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on travaille, qui nous permettent d'avoir des leviers qu'on peut mobiliser au fur et à mesure de nos travaux, sur lesquels on est amené à s'engager. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, je vous disais 2 milliards d'euros pour le numérique en santé dans le cadre du Ségur. C'est un investissement historique au service de la numérisation du parcours de soins. Et donc, ce qu'on veut avec ces moyens inédits, c'est, comme je vous l'ai dit, renforcer, généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre les professionnels et avec l'usager. Donc, ce qu'on veut en particulier, c'est que mon espace santé, qui est donc la plateforme des citoyens, la plateforme des usagers, soit alimenté par tous les professionnels de santé, que quand vous allez chez un radiologue, eh bien, votre examen à la sortie, il est dans votre espace santé, il n'est pas perdu pour la prochaine fois. Quand vous avez une ordonnance, une prescription, elle est dans votre espace santé et donc vous pouvez là aussi la retrouver si vous changez de médecin, si vous avez affaire à différents prestataires, eh bien vous pouvez l'utiliser dans votre espace santé, eux peuvent y avoir accès également. Donc tout ce qu'on cherche à organiser au travers de ces moyens historiques, c'est véritablement l'échange et le partage sécurisé des données de santé. Alors ces 2 milliards sont répartis à hauteur d'1,4 milliard pour les données, pour les acteurs du sanitaire et 600 millions pour les acteurs du secteur médico-social. Ce sont des crédits financés par l'Europe dans le cadre du plan de relance et résilience européen. Et pour se donner une idée de la marche à franchir, on voudrait passer, donc je disais, le DMP est un des composants de mon espace santé, de 10 millions de documents aujourd'hui échangés via le DMP et la messagerie sécurisée de santé, à 250 millions de documents échangés à fin 2023. Voilà. On peut passer à la dernière diapo, je crois. Ah non, c'est pas du tout la dernière, pardon. Donc, je l'ai dit un peu dans le fil de la présentation, on a travaillé couloir par couloir sur la biologie médicale, la radiologie, la médecine de ville, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et sociaux, les officines de pharmacie en ville. Donc ça, c'est ce qu'on a travaillé pour le moment dans le cadre d'une première vague où on a formulé des exigences que les éditeurs, que les industriels de ces secteurs doivent mettre en place dans leurs solutions métiers. Donc on a fait ce travail-là couloir par couloir. Là maintenant, on est en train de continuer à aborder progressivement des nouveaux couloirs. Et puis sur la diapositive suivante, et donc, on s'appuie sur les services et référentiels socles, dont j'ai un tout petit peu parlé dans la présentation de la maison, et sur lesquels on reviendra dans la deuxième partie de cette présentation, sur donc, le DMP, qui est l'outil de stockage des données de santé, en quelque sorte. Donc, c'est un des composants de mon espace santé, les échanges via la messagerie sécurisée de santé, donc MSS, qui sont permis entre professionnels, mais aussi avec les citoyens, puisque dans mon espace santé, il y a une messagerie sécurisée de santé citoyenne, donc les citoyens peuvent échanger avec les professionnels de santé. La e-prescription également, qui fait partie de ces services socles, donc le fait d'avoir des prescriptions dématérialisées entre les professionnels et les prescrits, donc ils peuvent être soit les pharmacies, soit les biologistes, soit les kinés, etc., ou les infirmières ou autres. Et puis ce qu'on appelle les référentiels socles, donc l'INS dont j'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui permet de s'assurer qu'on parle bien de la même personne quand on échange des données, et le Pro Santé Connect, qui permet à un professionnel d'avoir une identité numérique en santé et de ne pas être obligé de se reconnecter sur ces différents outils, mais d'avoir un seul dispositif de connexion. Pour ceux qui, par exemple, connaissent France Connect, eh bien, c'est la même chose, mais avec une identité pour les professionnels spécifique pour les services en santé. Voilà, donc ces services et référentiels SOC vont permettre, on peut s'appuyer dessus pour développer l'interopérabilité et renforcer la sécurité entre les différents systèmes. Sur
la diapo suivante. Donc, on a commencé à impliquer les conseils départementaux dans cette transformation numérique. Et je dis bien commencer parce que on est encore, il faut bien le dire, relativement au début de ces travaux. Hein. C'est des travaux qui sont un peu de longue haleine. Donc, on a commencé à échanger avec l'ANDAS, avec la DGCS, avec la DGS, pardon, et on est en train d'essayer de construire un plan d'action avec les directions du ministère pour répondre plus spécifiquement aux enjeux des conseils départementaux. Alors, on a déjà un peu des travaux en cours, mais qui peut-être vous concernent un peu moins directement. Dans le champ de l'autonomie, notamment, on a engagé des actions avec la CNSA auprès des MDPH, notamment pour utiliser l'INS et la messagerie sécurisée de santé. Dans les task force du Ségur, donc les task force, c'est ce qui nous a permis d'identifier les exigences applicables à chaque logiciel métier. On a commencé à travailler, alors de manière encore un peu timide, mais avec les conseils départementaux dans le cadre de la task force protection de l'enfance, là qu'on est en train de terminer. Donc ça, c'est un sujet qu'on a abordé. Et puis les industriels, bien sûr, qui nous accompagnent dans ces travaux et qui équipent les services des départements sont également sensibilisés, accompagnés depuis plusieurs mois sur les services prioritaires et en particulier l'INS. Donc on devrait gagner du temps là aussi dès lors qu'on va aborder l'équipement des conseils départementaux en matière de référentiels et services socles, puisque nos industriels sont déjà très, très informés et très engagés dans ces mouvements de transformation. Alors, on n'a pas encore complètement abouti sur le secteur des PMI, mais voilà, on est aujourd'hui dans ce cycle de présentation d'abord du contexte et puis des référentiels et services socles, et peut-être que ces premiers travaux pourront donner lieu à soulever un certain nombre de questions et peut-être donner lieu à d'autres travaux par la suite. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'était simplement pour vous planter le décor un peu global, le contexte de nos travaux dans le numérique en santé, et puis vous dire que ça démarre avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Odile. Je crois que tu dois nous quitter. On avait en effet quelques questions sur le positionnement des services de PMI dans le cadre des couloirs Ségur et savoir en effet est-ce que les logiciels de PMI pourraient être concernés par le Ségur. Donc, tu nous as répondu en disant qu'on était finalement au démarrage de réflexion aujourd'hui dans ce cadre-là. Voilà, on est plutôt au démarrage de réflexion. Il faut qu'on en reparle avec l'ANDAS, avec la DGCS, avec la DGS et qu'on voit comment on avance sur ce sujet-là au service des PMI. Après cette première phase de sensibilisation, on espère, de vos services aux problématiques du numérique en santé et aux enjeux de sécurité. Voilà. Oui, je dois vous quitter pour rejoindre une autre réunion. Morgane ne manquera pas de me donner les questions si le cas échéant. Voilà. Oui, n'hésitez pas, en tout cas, merci beaucoup, Odile. Merci. N'hésitez pas à formuler en effet vos questions plutôt dans l'onglet questions plutôt que dans l'onglet chat. Ça nous permettra en effet de mieux vous répondre autant que possible. Il y a déjà pas mal de questions de tout ordre, notamment sur mon espace santé. On va essayer de vous y répondre si on... Alors, on n'a pas forcément autour de la table toutes les réponses à toutes vos questions, mais on va essayer d'y répondre durant la durée de ce webinaire. Et si ce n'est pas le cas, on vous informera, on vous apportera des éléments de réponse dans un deuxième temps. Donc, n'hésitez pas en tout cas sur cette première partie sur la stratégie en effet du numérique en santé, sur les leviers aujourd'hui qui sont actionnés, notamment dans le cas du Ségur numérique, qui ne concernent pas directement, immédiatement les services de protection maternelle et infantile, avec quand même des réflexions qui sont en cours. Voilà, ça vous laisse quand même imaginer qu'il y a une feuille de route depuis 2019 qui se construit, des services et des référentiels qui sont directement en effet une cible pour les services de protection maternelle infantile qui sont amenés à échanger, partager de la donnée de santé pour les usagers, que ce soit les personnes, les femmes enceintes, les enfants. Il y a des leviers qui sont en train de se mettre en place donc dans différents couloirs. C'est la logique du Ségur, c'est une logique d'incitation, d'accélération et qui vont donner lieu donc à des discussions avec la DGCS et avec la DGS notamment.
Voilà, je ne sais pas si vous n'avez pas d'autres questions. Je peux peut-être laisser la parole à Stéphane Topalian dans un premier temps, qui peut aussi nous donner peut-être son avis, sa réaction par rapport à ces grands enjeux pour les services de PMI. Bonjour à tous. Donc, déjà, très ravi de voir le nombre de participants à ce webinaire, ce qui montre l'intérêt des services de PMI et des centres de planification familiale à la question. Comme Madame Jamet vous l'a dit, en fait, le service de PMI, sa présence dans le cadre des couloirs Ségur est encore en questionnement et il est fort important que les services de PMI restent à l'écoute de ce qui se passe dans le secteur du numérique en ce moment. C'est un virage qui va toucher les services de PMI, non seulement au niveau de l'informatique et donc du système d'information, mais aussi au niveau de leur organisation. Et c'est pourquoi on avait souhaité que ce webinaire ait lieu et qu'il soit suivi le 7 avril d'un webinaire plus spécifique sur l'identité nationale de santé qui est obligatoire désormais depuis le 1er janvier 2021. Donc, il faudra certainement organiser d'autres webinaires derrière, beaucoup plus thématiques pour répondre à l'ensemble des questions que vous allez poser aujourd'hui. Mais la première présentation, c'est déjà de vous présenter le panorama du projet et de vous expliquer à la fois tous les services qui vont impacter l'organisation des PMI dans un avenir proche et ce qui est du domaine de votre éditeur et ce qui va être aussi du domaine du service de PMI. C'est-à-dire que ce qu'il faudra vraiment ressortir de cette réunion, c'est qu'il n'y a pas que l'éditeur qui va travailler sur Ma Santé 2022. Il y a une part non négligeable du travail à réaliser par les services départementaux de PMI. Et cette partie-là, elle n'incombe qu'aux services départementaux de PMI. Donc voilà. Merci beaucoup Stéphane pour ces précisions. Si ça n'appelle pas d'autres questions, on est en train de répondre en effet dans le chat. On vous propose en effet de passer à la suite de la présentation qui va être donc orientée sur quelques focus sur les services numériques emblématiques. Odile en a déjà parlé, donc elle a brossé un panorama assez général. On va essayer d'y revenir, mais sans forcément avoir trop de détails sur quatre services importants. L'idée quand même au démarrage, avant même en effet de vous parler de l'usage de services numériques, c'était aussi de vous parler de la donnée de santé à caractère personnel qui a trouvé donc une définition dans le cadre du RGPD et également des éléments que peut publier la CNIL. Donc on s'est permis en effet de le repréciser parce que très souvent on assimile en fait une donnée de santé à une donnée médicale. En fait, une donnée de santé, il faut l'entendre de manière plus large. C'est une donnée relative à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique qui relève des informations sur l'état de santé de cette personne. Et donc, ça peut parfois être des informations un petit peu indirectes qui peuvent donner des informations sur l'état de santé de la personne. Donc voilà, ça s'entend vraiment dans un sens extrêmement large. Et donc, ce n'est pas forcément en effet un professionnel de santé, un médecin qui va manipuler des données de santé, mais vraiment tout acteur qui est amené à accompagner une personne à identifier, par exemple, que la personne a chuté quand on est dans un contexte, en effet, de suivi des personnes âgées, ou voilà, des informations indirectes sur l'état de santé de la personne que vous pouvez rencontrer, vous, dans vos pratiques, à la fois pour le suivi des femmes, suivi des femmes enceintes, suivi de la petite enfance, mais aussi dans les centres de planification. Donc, c'était important qu'on puisse vous rappeler ces éléments-là parce qu'il faut vraiment envisager cette définition de manière assez large. Ensuite, concernant les professionnels qui sont amenés à intervenir et la nature des informations qui sont amenées à être échangées et partagées, ce qu'il est important en effet de retenir, c'est que les informations qui sont amenées à être échangées et partagées, elles doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention et au suivi social et médico-social. C'est très important voilà, de se dire qu'on ne va pas échanger n'importe quoi à n'importe quel moment. Il faut vraiment que ce soit dans l'intérêt de la personne et c'est les informations strictement nécessaires à cette finalité-là. Et les professionnels qui vont être amenés en effet à intervenir, à échanger et partager, ce n'est pas forcément toute personne des équipes, ça va être des personnes, des professionnels du secteur qui participent à la prise en charge et au suivi de cette personne et qui sont habilités à accéder à ces informations qui sont nécessaires à la prise en charge de la personne. Donc ça nécessite
une réflexion. Et comme le disait Stéphane, ce n'est pas que des éléments en effet de nature technique, c'est des éléments de nature organisationnelle qui vous amènent en effet, à partir du moment où vous êtes amené à échanger ou à partager des informations de santé, à vous questionner sur le moment, quand est-ce que vous devez le faire, quel professionnel est amené à le faire et quelle nature d'informations vous allez être amené à échanger. C'est vrai que dans vos activités, donc il y a beaucoup de moments, on imagine, par rapport au parcours que vous allez pouvoir rencontrer depuis les consultations prénatales qui sont réalisées, le suivi de la grossesse, le lien avec la prise en charge dans le cadre de la maternité, le suivi du tout petit, le bilan de santé de l'enfant, etc. On voit que vous avez un très grand panel de parcours. Et donc, on imagine bien que vous avez pas mal d'échanges et de partages à organiser dans le cadre de cette période-là. Ce qu'on imagine aussi, c'est également la détection potentiellement de troubles, le dépistage de troubles qui peuvent vous amener à être mis en relation soit avec les services de la MDPH, voire des établissements et services médico-sociaux, des CAPS par exemple, qui peuvent nécessiter d'échanger des informations, des données de santé à caractère personnel pour ces personnes. C'est quelques exemples, mais je pense que Stéphane pourra en dire bien d'autres, et même vous. Donc, n'hésitez pas en effet à nous dire ce que ça peut soulever comme vous en termes de cas d'usage. Mais on identifie, en tout cas, on imagine que la donnée de santé est extrêmement présente, en tout cas dans vos pratiques. On vous propose de réaliser un focus sur 4 référentiels et services. Donc, c'est loin d'être exhaustif par rapport à l'image de la maison que vous a présentée Odile tout à l'heure. Elle se situe à la fois dans les fondations, avec les 2 premiers référentiels, qui vont être des pierres angulaires de l'échange et du partage. C'est l'identification des acteurs. Bien identifier les personnes, que ce soit des professionnels ou des usagers, c'est la base de pouvoir échanger en toute confiance. Les 2 autres services qu'on va vous proposer, donc plutôt sur la deuxième partie, on remonte dans les couches hautes de la maison. Ça va être des services d'échange et de partage, notamment l'espace de confiance MS Santé, qui permet d'échanger de la donnée de santé en toute sécurité, et mon espace santé, donc couplé au dossier médical partagé, qui vous permettent de partager des informations de santé. Voilà, l'idée est qu'on fasse aujourd'hui ces 4 focus. Ça va être des focus pas forcément très détaillés, pas très profonds. La fois prochaine, le 7 avril, on vous fera un focus de manière plus détaillée sur l'identité nationale de santé. Et on se tient à l'écoute, en effet, si vous avez besoin qu'on vous fasse peut-être des informations plus précises sur d'autres axes, que ce soit en matière de cybersécurité ou en matière d'interopérabilité, ou d'autres thématiques, la e-prescription également, par exemple, c'est des sujets qui pourront être évoqués. On va démarrer avec l'identification électronique des acteurs. Au sein des centres de protection maternelle et infantile, vous avez finalement beaucoup de professionnels de santé qui disposent déjà d'une identité numérique au sein du répertoire des professionnels de santé, le RPPS. Ce que l'on est amené en ce moment à réaliser, c'est d'étendre ce répertoire des professionnels de santé pour inscrire des professions dites à rôle qui vont intervenir dans l'accompagnement des personnes et qui ne sont pas forcément des professionnels de santé. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir en effet les doter d'une identité numérique nationale fiable qui leur permette ensuite de pouvoir s'authentifier sur des services numériques comme le DMP, comme des services du type e-parcours, mais également sur leur logiciel de métier, de manière sécurisée par différents moyens. Ce ne sera pas forcément une carte professionnelle de santé qui sera délivrée pour ces professionnels, professions à rôle, mais une ICPS, puisqu'on est en train de pouvoir développer en effet la ICPS que vous avez dû voir également dans le contexte Covid, puisque cette solution s'est très largement déployée ces derniers mois. L'identité numérique des professionnels, elle permet aussi de doter les professionnels d'une boîte aux lettres nominative de messagerie sécurisée de santé. Dans le cadre des organisations que vous allez pouvoir mettre en place pour échanger et partager, il peut y avoir des boîtes aux lettres organisationnelles de services qui vont vous permettre en effet de gérer les échanges avec l'extérieur, mais il peut aussi y avoir des besoins d'avoir des boîtes aux lettres nominatives. Eh bien, il n'y a pas que les professionnels de santé qui peuvent désormais en disposer, il y a les professions également à rôle qui vont également pouvoir en disposer grâce à cette identité numérique. Et finalement, c'est cette identité qui est pérenne, qui est maintenue au niveau national, qui va permettre
de créer le fondement d'un échange, d'un partage et d'un accès aux services numériques en toute confiance. Donc, ce répertoire est en construction. Il donne lieu donc à la mise à disposition d'un portail, à des modalités d'enregistrement qui sont en train d'être redéfinies en lien avec les agences régionales de santé, les grades également. Et au niveau des professions qui y sont référencées, c'est des choses qui vont être amenées à évoluer dans le temps en fonction des besoins qu'on peut rencontrer par rapport à donc, des acteurs qui peuvent être utilisateurs de services numériques et qui peuvent avoir besoin de disposer de cette identité numérique. Je crois que Stéphane, vous aviez une question notamment sur ce point-là. Dans le RPPS, actuellement, il n'y a pas de référencé des cancers conjugales et familiales. Donc, il a été fait remonter la question pour que ces professionnels qui travaillent dans les centres de santé sexuelle, puisque le nom des centres de planification a changé le mois dernier par une modification légale, puissent bénéficier aussi d'un accès aux données de santé dans les centres de santé sexuelle dans le cadre soit d'entretien de suivi de cancer conjugal, soit d'un acte conjoint avec un médecin ou une sage-femme. Voilà. Donc, ce type d'enjeu, ça fait vraiment partie de l'évolution des différents services. Nos équipes, à nous, à ANS, sont à l'écoute, en effet, des besoins de l'écosystème, des besoins des différentes populations qui sont amenées, en effet, à utiliser les services numériques. On part d'une certaine manière avec une nomenclature, avec un certain nombre de rôles, un certain nombre de professionnels qui sont déjà identifiés. Et l'objectif, en effet, c'est qu'on puisse qualifier avec vous, en fonction des remontées du terrain, ce qu'il faudrait ouvrir par rapport à des professions qui seraient en effet utilisatrices de services numériques en santé dans une logique où elles pourraient en effet partager, échanger des informations strictement nécessaires à la coordination et au suivi de ces personnes. On va vous parler également de ProSanté Connect. Alors, c'est une brique assez technique. C'est un validateur d'identité des professionnels de santé, du social et du médico-social. Donc, c'est un service qui va permettre une authentification des professionnels sur plusieurs moyens, plusieurs modalités, notamment la carte physique, carte professionnelle de santé, mais aussi par la ICPS. Alors, on a souhaité en effet vous mettre bien en visibilité car à partir du 1er janvier 2023, l'implémentation de ce service ProSanté Connect sera obligatoire pour les services numériques en santé. Donc, c'est des choses qu'il faut anticiper dans la roadmap d'évolution des logiciels. Donc, cette obligation est inscrite dans la doctrine du numérique en santé. Et aujourd'hui, donc, il y a tout un accompagnement qui est fait, des bacs à sable qui sont mis à disposition des industriels pour anticiper et faire en sorte de disposer, d'intégrer cette brique ProSanté Connect. On s'est permis de faire un petit parallèle, hein, c'est un petit peu comme un France Connect, sauf que France Connect, c'est disponible pour les particuliers. Ici, on est sur une brique, en effet, pour les professionnels et on utilise les mêmes standards. Je ne sais pas si Stéphane, ça appelle une remarque. Cette obligation pour ProSanté Connect, c'est une façon de se détacher de l'utilisation de lecteurs de cartes qui ont bloqué le fonctionnement de certains usages, notamment de la téléconsultation. Et donc, ça devient une obligation pour les services de PMI au 1er janvier d'avoir dans leur logiciel un mode qui permet de se connecter non pas simplement avec un identifiant mais un mot de passe, mais d'avoir un système qui permet, avec une dématérialisation de la lecture de la ICPS, d'entrer dans le logiciel. Ça veut donc dire que c'est bien rattaché avec ce que disait tout à l'heure Morgane. La première des tâches dans les services de PMI et dans les centres de santé sexuelle aujourd'hui, c'est de vérifier que tous vos professionnels ont bien déjà des cartes de personnel de professionnels de santé, donc ça touche les médecins, les sages-femmes et les infirmières depuis octobre 2021, et que vos secrétaires ou d'autres professionnels qui pourraient intervenir, comme les psychologues, puissent avoir aussi des cartes de personnel d'établissement pour pouvoir plus tard entrer dans le logiciel et continuer à rentrer des données de santé. Merci beaucoup Stéphane pour ces précisions. On va vous proposer de passer à l'identification numérique des usagers avec l'identité nationale de santé. C'est Christelle qui va vous faire cette présentation. Oui, merci Morgane. Bonjour à tous.
Alors, je vais être assez synthétique sur le projet INS puisque nous organisons un webinaire spécifique sur le sujet, donc le 7 avril. Cependant, là, j'ai commencé à répondre à quelques questions dans le chat. Alors, de manière très... Alors, je veux bien que vous passiez les slides. J'ai un petit souci, apparemment. Non, c'est bon. OK, merci. Pardon. Voilà, parfait, merci. Peut-être rappeler simplement ce qu'est l'identité nationale de santé. Alors, comme vous pouvez le savoir, enfin vous le savez, hier, en tous les cas, avant l'arrivée de l'INS, un usager, en fait, pouvait être pris en charge de manière un peu différente. En tous les cas, son identité pouvait être référencée de différentes manières selon le lieu de la prise en charge. Donc, dans certains lieux, il y avait le nom de naissance qui était bien repris. Dans d'autres lieux de prise en charge, eh bien, c'était le nom de femme mariée, si c'était une femme. Dans d'autres, c'était les deux, avec aussi une démarche qui pouvait être un peu différente sur aussi les prénoms composés, etc., etc. Ce qui évidemment a entraîné beaucoup de doublons, de collisions de dossiers et de risques avérés sur la qualité de la prise en charge du patient ou de l'usager. Donc, avec l'arrivée de l'INS, l'idée, c'est qu'un usager, quel que soit le lieu de la prise en charge, eh bien, il dispose d'une seule et unique identité qui, du coup, peut être partagée par l'ensemble des acteurs de la prise en charge, que ce soit des acteurs du secteur sanitaire, médico-social ou social. Et donc, puisque tous ces acteurs-là vont pouvoir, enfin, c'est pas vont pouvoir d'ailleurs, doivent référencer les données de santé avec l'identité nationale de santé. Ce référencement, il est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Donc, finalement, depuis début 2021, ça, je vais en parler tout à l'heure, mais on accompagne, on va dire, l'ensemble des acteurs pour qu'ils déploient l'INS dans leur logiciel. Alors, d'abord, rappelez ce que l'INS, elle est composée, à un moment donné, on appelait l'INS Identifiant national de santé, mais finalement, c'était un peu un abus de langage puisque l'INS, elle n'est pas composée seulement d'un identifiant, mais d'un identifiant qui est en fait le matricule INS, donc qui correspond au numéro d'immatriculation que vous connaissez, et de 5 traits d'identité que sont le nom de naissance, le ou les prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code du lieu de naissance qui est le code INSEE. Cette identité INS, elle provient des bases de référence nationales qui proviennent donc en fait de l'INSEE et qui vont être interrogées par l'intermédiaire d'un téléservice qui s'appelle le téléservice INSI, qui est intégré à votre logiciel. Donc en fait, votre logiciel doit faire une mise à jour pour pouvoir récupérer, être connecté, interfacé avec le téléservice INSI. Et à partir de votre logiciel, vous pourrez récupérer l'identité INS et du coup qualifier l'identité de l'usager que vous avez en face de vous. Alors, ce téléservice INSI, il est mis en œuvre par l'assurance maladie et puis c'est l'ANS qui pilote, on va dire, l'accompagnement du déploiement, évidemment qui s'appuie sur un certain nombre d'acteurs, à la fois donc les industriels qui, eux, sont chargés de déployer directement dans les logiciels cet interfaçage avec le téléservice, et puis aussi de veiller à la bonne implémentation de l'INS dans l'interface de votre logiciel. Donc ça, il y a pas mal de travail à faire du côté de vos éditeurs. Et puis, je ne sais plus ce que je veux dire, mais voilà, on va passer au slide suivant. Je l'ai précisé là dans une des questions. Il y avait une question sur qui finalement, on parlait des migrants. Donc, il faut savoir qu'en fait, le référentiel INS, qui est vraiment un document opposable et qui précise tout le contexte d'utilisation de cet INS et l'ensemble des exigences de sécurité. Et donc, il précise bien quelles sont les personnes qui sont détenteurs finalement d'un NIR ou d'un NIA. Et donc, ce sont ces personnes-là qui ont une INS et donc qui peuvent, et donc pour lesquelles on peut qualifier l'INS. Alors, à quoi sert une identité nationale de santé ? Eh bien, ça paraît assez évident, mais je le rappelle quand même, c'est que disposer d'une identité unique et pérenne, ça permet déjà une meilleure coordination avec les autres professionnels intervenant dans le suivi de l'usager.
ça sécurise le suivi de l'usager, puisque à partir du moment où on va prendre en charge un usager, on va être certain qu'on parle bien du même usager. Éviter les ruptures de parcours, gagner du temps à terme et puis faciliter la maintenance des bases des données usagées. L'INS est vraiment un composant extrêmement structurant et fondamental pour la qualité et la sécurité de la prise en charge. Donc, en particulier dans le cadre de parcours de soins complexes ou de crise sanitaire telle que on a connu avec le Covid. Slide suivant. Peut-être un rapide point sur l'état du déploiement de l'INS. À date, on a 180 logiciels qui sont autorisés, c'est-à-dire qui ont développé la bonne connexion avec le téléservice INSI. Ça représente en fait ces 117 éditeurs. On vous en a listé ici quelques-uns, donc la liste n'est pas exhaustive, hein. Le déploiement est, on va dire, est en forte augmentation, hein, et c'est logique puisque ça va de pair évidemment avec le déploiement des logiciels sur le terrain. Sur le mois de février, on avait plus de 5 millions d'appels au téléservice. Alors, le chiffre dans l'absolu, il ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'on note voilà, une évolution importante là depuis le mois de septembre en particulier. Ça représente aujourd'hui plus de 1300. En fait, c'est plus de 1300 structures sanitaires et médico-sociales, la majorité étant des structures sanitaires, et plus de 24 000 professionnels de santé libéraux qui aujourd'hui sont utilisateurs du téléservice INSI. Je crois que c'était le dernier slide sur le sujet. Si vous avez des questions là très très précises parce que vous êtes dans la mise en œuvre en ce moment sur l'INS et que vos questions ne peuvent pas attendre le 7 avril, bien entendu, je peux y répondre là dans le chat. Sinon, moi, je vous propose qu'on se retrouve le 7 avril avec aussi le témoignage de Stéphane Topalian du CED de 78 qui a commencé à travailler avec son éditeur. Et là aussi, on verra une dimension dont je n'ai pas parlé ici, mais il y a deux conditions pour lesquelles on peut récupérer l'INS. C'est d'une part, récupérer cet INS via le téléservice dont je vous ai parlé, qui est opéré par l'assurance maladie. Mais la deuxième condition, c'est que les règles d'identitovigilance, elles soient correctement respectées. Ça, c'est une dimension qui est assez nouvelle pour le secteur, même si vous avez déjà des démarches de vérification de l'identité de l'usager. Mais en tous les cas, ça doit s'inscrire, on va dire, dans un référentiel national d'identitovigilance qui a été publié au printemps dernier et qui a aussi été rendu opposable, donc qui est aussi qui s'applique également à vos structures. Donc ça, c'est important qu'on y revienne assez longuement dans le détail, et donc c'est en particulier l'objet du webinaire du 7 avril. Voilà, merci. Merci beaucoup, Christelle. Peut-être un petit mot de Stéphane, même si on ne veut pas empiéter sur le webinaire du 7 avril. Oui, faire un petit signe. Oui, alors le 7 avril, vous aurez un webinaire avec notamment le docteur Manuela Oliver, qui est référente en identitovigilance pour la région PACA et qui a souhaité intervenir parce qu'elle connaît bien notre mode de fonctionnement au niveau des centres de PMI et des centres de santé sexuelle. Et nos cas d'usage sont proches de ce qu'elle a déjà mis en place dans certains centres hospitaliers, et elle va nous transmettre son expérience pour nous indiquer les bonnes pratiques dans les services de PMI. C'est pourquoi on a souhaité avoir un webinaire qui ne soit consacré qu'à cette question-là, puisqu'elle aura bien deux versions. Le versant côté éditeur qui va vous mettre en place un appareil un téléservice qui va vous permettre de connecter, de récupérer l'INS. Mais d'un autre côté, vous avez tout un travail à faire pour mettre en place l'identitovigilance dans les services de PMI et les centres de planification familiale, sachant toutefois qu'il y a des cas d'usage qui feront qu'on ne demandera pas l'INS à certains de nos patientes, notamment celles qui demandent l'anonymat, celles qui veulent faire un accouchement sous X. On restera dans des situations où l'identité de la personne restera en provisoire dans nos logiciels. Donc, ce sera vraiment la thématique du prochain webinaire. Merci beaucoup, Stéphane. Je pense que ça permettra en effet de répondre à des questions très, très concrètes que bon nombre d'entre vous doivent se poser si vous êtes en train, en effet, de démarrer l'implémentation de l'INS dans vos services. Donc, on a hâte d'être le 7 avril pour pouvoir avoir ce retour d'expérience très concret et puis pour que vous puissiez poser collectivement toutes vos questions. Ce sera
le plus opérationnel possible. On va poursuivre avec les services numériques, donc avec l'échange via MS Santé, et on poursuivra également ensuite avec Mon Espace Santé. Alors sur MS Santé, une présentation qui vise surtout à vous dire que c'est un espace de confiance. Ce n'est pas un service de messagerie au niveau national qui fait tout, c'est un espace de confiance qui permet à un écosystème d'acteurs d'échanger en toute confiance. Donc, on va avoir des acteurs qui vont être des utilisateurs. On va avoir notamment dans les utilisateurs des professionnels, mais aussi des usagers qui vont avoir des boîtes aux lettres qui vont être amenés à se créer et des opérateurs de services de messagerie qui vont s'inscrire dans cet espace de confiance. Et donc, nous, à NS, nous opérons les règles de cet espace de confiance pour que des opérateurs puissent émerger, qui sont des industriels du secteur, qui peuvent être également des grades en région, qui peuvent proposer des services, qui peuvent être des structures, des acteurs, les conseils départementaux, pourquoi pas, et proposer donc des offres de messagerie sécurisée pour permettre l'utilisation de boîtes aux lettres de manière sécurisée. Donc voilà, c'est un écosystème avec une répartition des rôles, et l'objectif, voilà, c'est que ce soit le plus transparent possible pour les utilisateurs, bien sûr, et que ce soit bien sûr interopérable, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur va pouvoir échanger des messages de manière sécurisée avec n'importe quel autre, indépendamment de, on va dire, du système de messagerie qui est utilisé. L'important, c'est que ça passe en effet par le référentiel et l'espace de confiance MS Santé. Donc, voilà les grands principes, en effet, de cet espace. Ce qu'on voulait également vous préciser, c'est que dans le cadre de la généralisation de la MS Santé, c'est un des services phares du Ségur numérique, notamment sur lequel beaucoup d'actions sont mises en place pour favoriser l'échange. Depuis donc quelques mois, avec un coup d'accélération qui est donné selon les différents couloirs du Ségur, sur, on va dire, ce qui va concerner plus particulièrement les départements. Alors, on l'a mis sous un angle médico-social sur lequel les services de PMI peuvent ne pas forcément complètement se retrouver, mais on vous a un petit peu mis également dans des acteurs qui vont être des relais de proximité, qui vont pouvoir également interagir avec leur écosystème. On voit une question dans le chat qui disait, mais si finalement nos interlocuteurs dans le cadre des couloirs du Ségur sont amenés à échanger massivement avec MS Santé, il ne faut surtout pas que nous, on soit à la traîne, il faut qu'on anticipe. Bien évidemment, tous ces déploiements sont systémiques, et donc si vous avez notamment des établissements et services avec lesquels vous travaillez de manière privilégiée, qui sont en train de déployer MS Santé, c'est important en effet de pouvoir anticiper de votre côté. Alors les leviers que sont notamment le financement sont en train d'être réfléchis, comme Odile vous l'a dit, ils ne sont pas encore en place, mais pour autant ça mérite en effet de se poser des questions sur le fait d'envisager en effet de pouvoir démarrer des échanges par la messagerie sécurisée de santé si votre écosystème est en train de démarrer. Les usagers également pourraient être amenés à vous solliciter dans ce cadre-là, puisque avec Mon Espace Santé, on le verra juste après, il y a un système de messagerie qui est proposé pour que l'usager puisse en effet répondre à des sollicitations qui sont faites de la part des professionnels. Alors, ça ne part pas de l'usager, hein, c'est le professionnel qui va proposer en effet à l'usager de pouvoir échanger via MS Santé, et l'usager va pouvoir lui répondre, mais c'est des canaux en effet qui vont pouvoir se dessiner progressivement. Voilà globalement les quelques lignes autour de la messagerie sécurisée de santé. Stéphane, au niveau du conseil départemental des Yvelines, c'est une question que vous avez déjà adressée ? Alors, c'est une question où nous avons déjà pris la décision pour les médecins et les sages-femmes de leur donner Mailies tout de suite pour pouvoir commencer à échanger. C'est une messagerie qui est offerte par les ordres de médecins et de sages-femmes. La question qu'aujourd'hui on travaille, c'est celle de trouver un opérateur MS Santé pour tous les professionnels du département qui vont toucher de la donnée de santé. Parce que ce on présente en ce moment sur Ma Santé 2022, il faut bien comprendre que ça va toucher aussi les professionnels qui sont dans la PMI, dans les centres de santé sexuelle, mais aussi les professionnels qui travaillent dans l'autonomie, les professionnels qui travaillent dans la protection de l'enfance. Et donc, l'objectif est de trouver un opérateur qui va permettre d'offrir à tous ces professionnels une messagerie MS Santé qui permettra de communiquer entre eux.
Cet opérateur ayant un référentiel auquel il doit souscrire et répondre à ses obligations. Et de notre côté, notre éditeur va avoir un référentiel pour pouvoir connecter cette messagerie avec l'outil. Par exemple, nous, au département des Yvelines, nous avons Horus de la société Inetom, de connecter la messagerie avec le logiciel Horus de façon à pouvoir importer à terme les documents dans le logiciel de façon automatique. Donc, ça nécessite déjà de faire tout un travail sur l'annuaire RPPS et donc de vérifier que tous vos professionnels sont bien présents dans l'annuaire. Et dans un deuxième temps, de faire un travail avec votre DSI de chaque département pour déterminer, quel sera le choix de l'opérateur, et de faire un travail avec votre éditeur pour que les modalités soient mises en place pour que vous ayez un outil qui vous permette d'échanger dans le réseau de confiance MS Santé à terme. Merci beaucoup Stéphane pour ces précisions. Si ça appelle en effet des questions complémentaires, n'hésitez pas, en effet, on essaiera d'y répondre autant que possible dans le chat, ou envisager pourquoi pas d'organiser un webinaire dédié sur les enjeux de la messagerie sécurisée de santé dans une prochaine étape. On va passer sur le dernier service sur lequel on voulait vous faire un focus, donc Mon Espace Santé, donc couplé à l'entrepôt historique qui s'appelle le dossier médical partagé. Donc ça, vous avez dû forcément voir une forte actualité, une forte campagne de communication, et même le ministre de la Santé qui a ouvert son espace santé. Donc les médias sont mobilisés en effet pour accompagner ce grand lancement, cette réforme vraiment phare qui permet en effet à tout usager de pouvoir bénéficier désormais de son espace santé, avec une chose très importante, c'est que désormais, on va ouvrir automatiquement son espace santé aux personnes, et elles vont pouvoir s'y opposer si elles le souhaitent. Mais la règle, ça va être de l'ouvrir. Ça ne va pas être je vous sollicite, je sollicite votre accord si vous voulez l'ouvrir. C'est je l'ouvre par défaut, mais si vous souhaitez vous y opposer, vous pouvez le faire. Donc voilà, ça va concerner l'ensemble des usagers. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes de votre côté aussi pour faire en sorte que ça s'applique à tous. Ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a 4 grands blocs, on va dire 4 grandes fonctionnalités qui vont être présentes dans Mon Espace Santé. Il y en a 2 aujourd'hui qui sont dès à présent disponibles. Et ce que vous a dit Odile, c'est que c'est activable dès à présent. Donc dès maintenant, vous, chacun, pouvez ouvrir votre espace santé. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le courrier de l'assurance maladie pour le faire. Ça prend 5 minutes. Il faut sa carte vitale. À partir de là, en effet, vous avez déjà accès à un certain nombre d'informations, notamment par rapport à la vaccination Covid. Donc, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement simple, et vous pouvez le faire en quelques minutes. Ça va vous donner accès au dossier. Ah oui, Sophie, pardon, précise qu'elle a communiqué le lien dans le chat pour que vous puissiez l'activer rapidement. Les 2 services donc, qui sont proposés, les 2 fonctionnalités de base, c'est le dossier médical partagé. Donc, c'est l'entrepôt de documents sécurisés qui permet en effet de stocker tous les documents utiles à la coordination, avec donc un certain nombre de documents qui sont des documents médicaux et des documents de santé au sens large, qui peuvent être des bilans, des synthèses, des évaluations, qui peuvent être des certificats. Voilà, ce sont des documents qui sont en tout cas à la fois partagés par la personne, mais partagés également par les professionnels. En complément, le service qui a été ouvert, c'est la possibilité pour l'usager, en effet, de disposer d'une messagerie sécurisée qui lui permet de dialoguer avec les professionnels. Donc, comme je vous le disais, à partir du moment où le professionnel lui a donné la possibilité de dialoguer avec lui. Et donc, c'est une communication qui se base également sur l'identité nationale de santé dans l'adresse de l'usager. Donc, c'est un service très intéressant, très important, parce que ça permet vraiment d'encadrer les échanges qui vont se dérouler à l'avenir entre l'usager et les professionnels qui le suivent. 2 services complémentaires qui ne sont pas encore ouverts, mais pour lesquels donc, une publication est prévue dans le courant de l'année, dans les prochains mois.
c'est l'agenda. Donc ça, c'est quelque chose qui est très attendu également pour permettre en effet une bonne planification des rendez-vous qui sont à la fois des rendez-vous passés, mais aussi à venir, qui peuvent être des mesures également de prévention. Je pense que ça va vous intéresser tout particulièrement par rapport à des campagnes de prévention qui peuvent être lancées pour les personnes. Aussi également par rapport à la vaccination, voilà, tout ça en lien avec des enjeux autour du calendrier, on va dire, de vaccination. Donc, c'est une brique qui est en construction et pour lequel on a dès à présent des spécifications qui sont disponibles pour permettre en effet de l'échange entre agendas partagés pour avoir une vision consolidée des agendas. Enfin, un service extrêmement important, et c'est grâce à ça, en effet, qu'on va créer toute la créativité de mon espace santé, c'est le fait de permettre à tout acteur industriel, écosystème industriel, acteurs de l'innovation en santé, mais également à des institutionnels, de référencer son application dans un catalogue d'implications. C'est un store. C'est voilà, un store qui va permettre de labelliser, de référencer des applications pour donner à l'usager toutes les garanties que les applications qu'il va manipuler, eh bien, elles sont compatibles avec les règles d'éthique, de sécurité et d'interopérabilité qu'il faut, parce qu'elles manipulent des données de santé, et que voilà, tous les documents qu'il va pouvoir manipuler avec cette petite application, eh bien, son application santé, eh bien, il va le retrouver dans le DMP. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important et ça va permettre d'apporter un service énorme, d'ouvrir un champ du possible énorme autour de mon espace santé, autour du stockage de documents qui est le DMP. Voilà les services qui sont globalement possibles avec mon espace santé. On vous a positionné ici la vue finalement du dossier médical partagé, donc avec 9 espaces distincts. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on a à la fois des éléments qui permettent d'accéder à des synthèses, à des éléments de traitement, d'analyse, d'imagerie, compte rendu, prévention et certificat. Ça, c'est les documents, on va dire, c'est la matrice d'habilitation du DMP avec les différentes lignes de documents auxquelles les professionnels vont pouvoir accéder. Il y a des documents qui sont plus particulièrement poussés par l'assurance maladie, qui sont les données de remboursement, et il y a les documents qui sont eux-mêmes déposés par le patient. Et mon espace santé va ouvrir la voie, en effet, à cette possibilité pour l'usager de déposer massivement des documents donc, qui sont importants pour lui et sur lesquels il souhaite les mettre en partage ou les garder, en tout cas, aussi à sa connaissance à lui. Cette matrice d'habilitation du DMP, c'est cette grille qu'on vous a présentée ici. C'est une grille qui gère les accès entre les documents qui sont accessibles, qu'il est possible d'alimenter dans le DMP, qui sont les lignes, et les colonnes qui sont les professions. Et donc, comme le disait Odile, c'est important pour nous de vous dire que l'assurance maladie et la délégation du numérique en santé, en lien avec les équipes de l'ANS, travaillent à faire en sorte, en effet, que le DMP puisse s'ouvrir pour accueillir de nouveaux documents, mais aussi pour accueillir des nouveaux producteurs et nouvelles personnes qui pourraient consulter les documents. Voilà, parce qu'on est dans une logique de parcours, parce qu'on accompagne donc les personnes, on n'a pas uniquement des professionnels de santé qui sont amenés à partager des informations. Et donc, c'était important, en effet, qu'on puisse faire évoluer cette matrice d'habilitation. Ce sera le cas, on va dire, courant 2022. Et donc, ça permettra, avec une ICPS notamment, à des non-professionnels de santé de pouvoir consulter des informations autour du projet personnalisé, par exemple, ou des éléments d'évaluation qui pourraient les concerner plus directement. Voilà ce petit point d'actualité sur le DMP. Donc, on en a fini avec la présentation des différents services et référentiels qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je crois que Sophie ne s'arrête pas de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez poser. Et un grand merci à elle. Stéphane, sur le DMP et mon espace santé, quels sont les enjeux pour vous au niveau des services de PMI ? Alors, il y a, dans le cadre du projet Ma Santé 2022, tout à l'heure, Madame Jamet en a parlé, c'était la notion d'interopérabilité. C'est comment faire en sorte que les données qui sont créées dans un service de PMI puissent être transférées vers d'autres partenaires. Et je pense, on prend par exemple le suivi d'une femme enceinte, c'est comment travailler avec une maternité pour lui transmettre ces données. Donc, on voit tout de suite
qu'il va y avoir une question qui va se poser, c'est comment avoir le même logiciel qui s'occupe de la femme enceinte dans un service de PMI, dans une maternité, de façon à ce que les deux logiciels puissent envoyer les informations sur le DMP et, si la patiente en est d'accord, que chacun des deux opérateurs puisse récupérer les informations que l'autre opérateur a mis dans le DMP de la patiente. Donc ça, c'est un des premiers enjeux majeurs pour nous, c'est de faire évoluer nos outils pour pouvoir alimenter le DMP. Donc c'est pourquoi on est en attente forte d'avoir un couloir qui nous permette déjà de nous projeter à l'intérieur et de nous savoir quels sont les documents qu'on va pouvoir envoyer dans le DMP. Dans le DMP, les outils ne sont pas limités. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de documents, mais ça ne va que ça aller en s'agrandissant. Et il est fortement question qu'il y ait le carnet de santé électronique de l'enfant qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que concrètement, tous les volets et examens obligatoires seraient organisés de façon à ce qu'à la fin, un vrai dossier, un vrai carnet se retrouve dans le DMP pour l'enfant. Donc là aussi, c'est un enjeu pour la PMI, qui est un des grands opérateurs concernant le suivi médical des enfants sur les 0-6 ans. Et donc là, on pourrait avoir à paramétrer nos outils pour qu'on puisse alimenter le DMP et que le parent se retrouve avec un DMP de son enfant et l'emmène chez son médecin traitant. Les éléments de la PMI sont vus par le médecin traitant. Le médecin traitant fait un complément de vaccination. L'enfant revient en PMI et le service de PMI peut récupérer la vaccination réalisée par le médecin traitant et alimenter son propre dossier pour avoir un meilleur suivi de l'enfant derrière. Donc, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent d'envisager des échanges fructueux. Un des grands projets que l'ANS a mis en place, et le référentiel a été publié le 2 juillet 2021, concerne pour les services de PMI, notamment les certificats de santé du 8e jour, du 9e mois et du 24e mois. Désormais, il est demandé aux éditeurs des maternités et il est demandé aux éditeurs du secteur libéral de pouvoir éditer un certificat du 8e jour ou du 9e mois ou du 24e mois et de l'envoyer sur une plateforme nationale qui elle-même va le rerouter vers les services départementaux de PMI de façon à ce que la transmission se fasse en direct et rapidement sans qu'il y ait besoin d'envoyer par courrier. Voilà. Donc, et de ressaisie au sein des services de PMI à terme. Ce projet, lancé le 2 juillet 2021, commence à prendre forme. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, nous, au département des Yvelines, nous avons commencé les tests de routage, c'est-à-dire de la plateforme vers le service de PMI pour récupérer les CS8, de façon à voir si ça fonctionne. Et notre prochain objectif est de travailler avec l'éditeur de l'une de nos principales maternités dans les Yvelines, celle qui fait le GHT qui fait Poissy-Saint-Germain, qui fait Mantes et Melan. On devrait permettre de récupérer 9000 certificats du 8e jour en direct. Dès qu'ils sont réalisés dans la maternité, ils nous seraient transmis comme ça en automatique dans notre propre logiciel. Donc, une amélioration de la transmission des informations. Et plus vite on aura l'information, plus vite nos professionnels pourront se mettre à disposition des patients et des familles pour pouvoir faire de la prévention rapidement. Voilà. Donc, pour nous, c'est un enjeu majeur. Dans un des projets, un des slides que vous avez présenté, il y avait l'idée de l'agenda. Le département des Yvelines aussi s'est positionné, par exemple, pour trouver un opérateur de prise de rendez-vous en ligne. Bon, on va le nommer parce que c'est un des grands acteurs, c'est Doctolib, de façon à ce que les rendez-vous soient pris sur Doctolib et que derrière, Doctolib puisse envoyer sur l'espace numérique de santé de l'enfant le rendez-vous et que derrière, on puisse gérer tous les rappels, toutes les annulations avec un outil performant et qu'on n'ait qu'un seul outil qui permette de prendre un rendez-vous, c'est Doctolib, tout en ayant à l'idée que le logiciel de la PMI, donc de notre fournisseur, doit communiquer avec Doctolib pour que les informations puissent basculer de l'un à l'autre pour éviter les doubles saisies. Donc, c'est tout un monde d'interopérabilité qui est en train de s'ouvrir, à charge pour les services de PMI de faire le travail avec leur éditeur pour faire connecter tout ça et d'essayer d'avoir vers la fin de 2022, 2023 plutôt maintenant, un outil qui permettra de répondre à la grande majorité des services de Ma Santé 2022, ce qui permettra aux services de PMI de se positionner dans le schéma sanitaire français et d'avoir une place qui enfin reconnue. Voilà. Merci beaucoup Stéphane pour ces éclairages. On s'est rendu compte qu'il y avait une petite question dans le chat avec des
des acteurs, je pense, des collègues qui n'ont pas forcément eu la possibilité d'activer Mailize au niveau des professionnels de leur service. Est-ce que ça a été possible pour vous? Et si oui, comment? Est-ce que vous avez dû passer par l'ordre Non, en fait, nous, ce qu'on a vérifié tout d'abord, c'était que les professionnels soient bien inscrits au niveau de l'établissement centre de PMI des Yvelines. À partir de là, il y a toute une démarche simple, c'est que le professionnel va se connecter à Mailize, a besoin d'un lecteur de carte CPS pour pouvoir se faire la première connexion, fait la création de son compte sur Mailize et dès qu'elle est ouverte, il peut à ce moment-là dématérialiser la carte CPS sur son téléphone portable et utiliser Mailize derrière directement. La simple contrainte aujourd'hui, c'est que Mailize il est rattaché à notre logiciel, mais dès que ce sera opérationnel, l'objectif est de se dire je suis un professionnel de PMI, j'ai demandé une radio des hanches, le service de radiologie me renvoie le compte-rendu. Comme dans le compte-rendu, il y a un INS, et comme moi, dans mon logiciel métier, j'ai un INS, je vais pouvoir mettre le document directement dans le dossier patient de cet enfant. C'est l'objectif que l'on s'est fixé. Tout à l'heure, je lisais aussi une question à savoir est-ce que les cartes de personnel d'établissement pouvaient être dématérialisées. C'est déjà le cas. En fait, on parle de ICPS, mais en fait, c'est ICPX. C'est toutes les cartes de professionnels, qu'elles soient de santé ou d'établissement, peuvent être dématérialisées dès à présent. Mon micro. Voilà. Désolée, j'avais un problème d'ouverture de mon micro. Merci beaucoup, Stéphane, pour toutes ces précisions. On va passer sur la dernière planche. Juste une question. Existe-t-il l'équivalent du questionnaire auto-évaluation INS pour la PMI? Pardon, oui. Donc, pour Christelle, peut-être pour les équipes INS, existe-t-il l'équivalent du questionnaire auto-évaluation INS pour la PMI? Je ne sais pas si Christelle est encore connectée avec nous. Oui, je suis connectée. Non, il n'existe pas encore. On pourra regarder peut-être, je pense, à l'issue du webinaire du 7 avril, les points qui sont un peu particuliers, problématiques, et on pourrait en faire une version adaptée avec 2-3 peut-être d'entre vous qui seraient, on va dire, intéressés, parce que à chaque fois, évidemment, nous, on a les grandes lignes un peu générales, mais à chaque fois, on a co-construit ces documents-là avec des utilisateurs, Et voilà, donc du coup, ça sera bien qu'on le fasse, je pense, à partir du webinaire du 7 avril. Et s'il y a 2-3 départements qui sont intéressés pour y travailler, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai mis mon adresse tout à l'heure, donc christelle.boulin@isanté.gouv.fr. Merci beaucoup, Christelle. Donc, ça ouvre déjà, en effet, la voie à un plan de travail, en effet, sur le sujet. Ça risque de ne pas être le seul, donc on s'en réjouit parce que c'est comme ça que ça va pouvoir vous donner des outils concrets pour que vous puissiez accompagner, en effet, le déploiement de l'INS dans vos structures, auprès des équipes. On s'est permis de faire un petit récapitulatif en cette fin de webinaire, puisqu'on arrive au terme de la présentation qu'on souhaitait vous faire, pour vraiment synthétiser ce qu'on s'est dit, et s'il y avait finalement quelques points à retenir. Déjà, c'est que les centres de PMI traitent et échangent des données de santé à caractère personnel dans leur activité au quotidien. Donc, c'est important de s'inscrire dès à présent dans cette feuille de route du virage numérique en santé, de s'y intéresser, et plus particulièrement sur les référentiels qui sont obligatoires, qui sont dès à présent opposables, et notamment l'INS. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre un peu plus l'accent auprès de vous le 7 avril sur le sujet. C'est important de ne pas tarder, vu que le déploiement est obligatoire depuis le 1er janvier 2021, l'opposabilité donc depuis l'été dernier. Voilà, un plan d'action doit être mis en place pour que vous puissiez également l'inscrire dans vos pratiques. Ce qu'on a souhaité également vous rappeler, c'est que vous l'avez bien entendu, même si ça peut avoir un côté un peu frustrant, c'est que oui, la transformation numérique du secteur, elle est clairement en marche. Santé au sens large, avec des couloirs qui font plus particulièrement l'objet d'actions d'incitation dans le cadre du Ségur. C'est des locomotives. Aujourd'hui, les services de la PMI ne sont pas directement, en effet, ciblés. Il y a des discussions en cours, donc au niveau des directions du ministère, pour y répondre plus spécifiquement. Mais pour autant, ça n'empêche pas, en effet, que vous puissiez vous y pencher. C'est des travaux qui sont longs, qui nécessitent, comme le disait Stéphane aussi, des questions organisationnelles.
Ça nécessite en effet un portage important des directions. Ça peut impliquer le positionnement du département plus globalement. Donc voilà, c'est des projets qui sont assez structurants, qui s'anticipent. Et donc, n'attendez pas pour vous sensibiliser, vous impliquer en effet dans, d'une part, l'INS parce que c'est obligatoire. ProSanté Connect, vous avez vu qu'il y a une échéance au 1er janvier 2023 et les échanges par MS Santé vont émerger. La messagerie, le DMP, mon espace santé, est en train de se déployer. Donc, c'est des sujets sur lesquels il ne faudrait pas que vous soyez, entre guillemets, sur le côté de la route, mais bien au courant. Et c'est en ça qu'on se permet de vous accompagner avec ce premier webinaire, mais il peut y en avoir d'autres. On vous met en fin de présentation des liens vers des ressources qui sont dès à présent à votre disposition. C'est des ressources qui vont concerner à la fois les industriels du secteur, mais également les acteurs plus globalement, professionnels, acteurs en effet également en région qui peuvent être des relais. Les ARS GRAD peuvent vous aider dans le déploiement de ces services numériques. Donc, n'hésitez pas également à vous rapprocher de la stratégie régionale dans ce cadre-là. Et enfin, donc simplement pour vous donner rendez-vous, le 7 avril prochain à 14 h, pour un webinaire dédié sur l'identité nationale de santé avec le retour d'expérience de la PMI des Yvelines et Stéphane qui pourra en effet vous en dire plus sur le projet, sur son projet. Stéphane, est-ce que ça appelle d'autres commentaires en mots de la fin ? Écoutez, c'est le début d'une grande aventure et puis c'est le projet de faire reconnaître la PMI en fait dans ses particularismes et dans tout ce qu'elle apporte en matière de santé en France. 12 600 agents qui travaillent dans le service de PMI, donc c'est à nous de nous faire connaître de façon à ce que demain, nous ayons une place dans le panorama français du sanitaire. Merci beaucoup. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres remarques, on continue en effet à prendre en compte vos remarques et vos questions dans le chat. Et on va vous souhaiter une très bonne fin de journée à tous. On espère que ce premier webinaire a répondu en partie à certaines de vos attentes. C'était assez général, un vernis un petit peu global. On espère que ça n'a pas été trop redit par rapport à ce que vous avez pu voir par ailleurs. Des banques de ressources donc, sont à votre disposition. Je vous mets le lien et ce webinaire sera accessible donc, en rediffusion. Voilà, le prochain webinaire va rentrer dans le concret de l'INS. Et si vous avez des attentes plus particulières, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse organiser éventuellement des focus complémentaires. On vous remercie beaucoup pour votre nombreuse participation et très active dans les questions. On reste à votre disposition. À très bientôt. Merci.